Je m'appelle Penelope Harris, et il y a 4 ans, ma vie a basculé lorsqu'on a frappé 3 fois à la porte de derrière de ma boulangerie. Quand j'ai ouvert, ma petite sœur Camilla se tenait là, le col baveux et les cheveux en bataille, tenant dans ses bras un bébé de 3 mois qui gigotait. « Voici Ethan », a-t-elle dit d'un ton sec. « Je te demande de le surveiller. » Avant même que je puisse lui demander combien de temps cela allait durer, elle m'a fourré un sac à langer dans les mains, a embrassé le bébé sur la tête une fois, puis est partie sans se retourner. J'ai appelé nos parents ce soir-là, désespérés. Ils n'ont pas hésité une seconde. « C'est ton fardeau maintenant », a raillé mon père, comme si j'en étais responsable. Je pensais que ce serait temporaire. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois, et juste au moment où je commençais à croire qu'Ethan était vraiment à moi, Camilla est revenue, non par amour, mais pour une raison bien plus sombre. Cette première nuit, Ethan a pleuré comme si le monde allait s'écrouler. J'ai essayé toutes les astuces trouvées sur Google à 2 heures du matin. Je l'ai emmailloté trop serré, trop lâche, je l'ai emmailloté, je l'ai bercé, j'ai arpenté mon minuscule salon jusqu'à ce que mes mollets me brûlent. Quand il a finalement sombré dans un sommeil léger et octant sur ma poitrine, je suis restée assise là, paralysée par la peur de bouger, fixant le ventilateur de plafond comme s'il me murmurait des instructions que j'avais manquées. À l'aube, je l'ai porté jusqu'à Boulangerie. J'ai placé son siège auto derrière le comptoir, là où l'air chaud des fours entrait. Je ne voulais pas le voir, et j'ai commencé ma journée. Le beurre ramollissait, les œufs se fendaient, le sucre sifflait en touchant le bol. Mes mains connaissaient la chorégraphie. Mon cœur, non. Chaque minuteur sonnait trop fort. Chaque plateau était trop lourd. Et je surveillais sans cesse la respiration d'Ethan. À l'arrivée des premiers clients, des infirmières qui sortaient de leur garde de nuit, des entrepreneurs coiffés de casquettes fleuries. Madame Duffy, qui demandait toujours où était le petit pain à la cannelle dans le coin, marquait une pause, se détendait, puis les questions commençaient. « C'est le vôtre, Pen. »« C'est mon neveu. » Les mots sortaient en un clin d'œil. Il hochait la tête avec cette grâce typiquement sudiste qui retient son jugement jusqu'à ce qu'on connaisse toute votre histoire, puis arrive discrètement avec les plats cuisinés. Bref, à midi, quelqu'un avait déposé une poussette artisanale près de la porte de derrière et un mot pour Ethan. « Tu as ça », ai-je sangloté contre une grille. Mes journées étaient organisées autour de lui. J'ai déplacé mes préparatifs au soir, appris le langage avec des litres et des litres de lait en poudre, troqué les playlists indie contre le bruit blanc de la pluie. J'ai découvert qu'un bébé sent quand on s'apprête à s'asseoir et proteste aussitôt contre notre confort. J'ai appris à pocher de la crème tout en tenant une tétine en équilibre sur mon petit doigt et à surveiller les petites respirations derrière moi. Mes parents ne sont pas venus me voir. Maman m'a envoyé un texto. « Comment va Camilla ?» sans même mentionner le nom d'Ethan. Papa a appelé une fois pour me prévenir que l'attachement complique les choses. J'ai gardé le message vocal et je ne l'ai plus jamais écouté. Mais Ethan s'accrochait à tout ce qui avait des visages colorés, au tintement de la porte de la boulangerie. À 6 semaines, il a commencé à sourire d'une façon qui ressemblait à un pardon pour toutes mes erreurs. Madame Duffy a crocheté une couverture bleu clair qui a transformé son siège auto en nuage. Un pompier m'a montré comment installer correctement la base dans ma berline. Une lycéenne qui faisait la vaisselle après les cours a commencé à venir plus tôt pour le bercer pendant que les muffins levaient. La boulangerie est devenue un village, et j'en suis devenue la mère, les manches couvertes de glaçage et un bébé sur la hanche. Je gardais un carnet sous la caisse, pas le joli carnet de recettes en cuir, mais le vieux carnet à spirale taché de café. J'y notais les heures comme des prières. 2h14, premier biberon plein, 19h, prière sans crier. Mardi a ri en entendant le bruit du mixeur. Au dos, j'avais listé des questions que Camilla pourrait me poser quand elle viendrait le chercher. Aime-t-il être emmailloté? Y a-t-il un pédiatre? Voulez-vous que j'emporte du lait en poudre supplémentaire? La liste s'est allongée. Son silence aussi. 3 mois sont devenus 4. Ethan a appris mon rire et j'ai appris le sien. Il s'endormait le plus vite au rythme des draps qui glissaient et au bruit sourd de l'étuve. Le dimanche, quand la ville était calme et que la rivière embaumait le métal et la pluie, nous flânions sur les places et je murmurais les noms des arbres. Chêne, magnolia, lilas des Indes, comme si je pouvais l'enraciner par la seule force des mots. On dit que les bébés ne se souviennent de rien. Peut-être est-ce vrai. Mais moi, si. Je me souviens précisément du moment où ma peur s'est muée en certitude. Un mardi, en début de soirée, la lumière du soleil filtrait sur les étagères d'un cinéma qui refroidissait. Ethan s'est réveillé, a cligné des yeux vers moi et a levé les bras. Le réflexe universel. Je l'ai pris dans mes bras et j'ai senti comme un clic, une serrure qui se verrouille. Comme un minuteur qui sonne quand on arrive au milieu. Il n'était plus un fardeau. Il était mon garçon. Et j'ai cessé de compter les jours. À 1 an,
Ethan pouvait se tenir en équilibre entre le comptoir de la boulangerie et la porte de la cuisine. Ses petites mains potelées attrapaient tout ce qui brillait ou semblait dangereux. J'avais appris à travailler avec un œil sur les fours et l'autre sur lui, comme un magicien face à son unique spectateur. Mes amis habituels avaient cessé de me demander s'il était juste de passage. Il était à moi à tous les égards importants, sauf sur le plan légal. Mes parents n'étaient toujours pas venus le voir. Ils n'habitaient qu'à 20 minutes, mais j'avais l'impression d'être sur un autre continent. Quand maman a finalement appelé, ce n'était pas pour me demander comment Ethan avait fait ses premiers pas ou prononcé ses premiers mots. Cookie, pour la petite histoire, ça compte. Elle voulait savoir si j'avais eu des nouvelles de Camilla. Non, ai-je répondu en m'essuyant les mains couvertes de sucre glace. Elle n'a pas appelé depuis qu'elle l'a laissée ici. Enfin, elle est jeune. Mais Amanda soupire. Comme on soupire pour un parapluie perdu. Elle a besoin de temps pour se retrouver. C'était comme parler à quelqu'un qui refusait d'admettre qu'il y avait un incendie jusqu'à ce que la maison s'effondre. Papa était pire. Bref, sec, méprisant. Tu as choisi de le garder, m'avait-il dit un jour. Ne fais pas comme si tu étais la victime. J'ai arrêté d'en parler. Ça ne valait pas la peine de souffrir. Mais de temps à autre, quand Ethan faisait la sieste sur ma poitrine, j'imaginais ce que ce serait si mes parents franchissaient la porte de la boulangerie et le voyaient vraiment. Le voyaient vraiment. Je me disais que ça n'avait pas d'importance. Pourtant, le désir persistait, tenace comme une toile d'araignée dans un coin inaccessible. Les saisons de Savannah, des étés flous et étouffants, des automnes aux feuilles d'or, des hivers aux senteurs de cannelle et d'embrun. J'emmenais Ethan à Forey Park tous les dimanches après la fermeture anticipée de la boulangerie, le poussant dans sa poussette sous les chênes drapés de mousse. Nous donnions à manger aux canards, courions après les tourterelles, et parfois nous nous asseyions au bord de la fontaine, offrant les pâtisseries restantes aux passants qui semblaient affamés. C'est dans ces moments de calme que je réalisais que je pensais moins au retour de Camilla qu'à ce que je ferais si elle revenait. J'en avais assez entendu parler par les clients, des petits murmures à son sujet dans les bars, les boîtes de nuit au bord de la rivière, pour savoir qu'elle n'avait pas vraiment tourné la page. Mais sans preuve, je n'avais que des soupçons. Et les soupçons ne mènent à rien en droit de la famille, comme l'a appris Ethan. Et le lien invisible entre nous s'est renforcé. Il a commencé à m'appeler Maman Stylo, un mélange de confusion enfantine et de la vérité qu'ils connaissent instinctivement. Il ne connaissait pas le mot « fourmi ». Il savait qui se levait quand il pleurait la nuit, qui préparait ses goûters, qui lui avait appris la différence entre la cannelle et la muscade. Camilla était un fantôme. Mes parents étaient des statues. Et j'étais à la fois mère et soutien de famille, construisant une vie pour un garçon qui n'avait pas le même sang que moi, mais qui partageait mon cœur. Je pensais que le plus dur était passé. Je pensais que nous étions en sécurité dans notre petit monde chaleureux de boulangerie. Mais avec le recul, je vois déjà les fines fissures se former, celles qui commencent profondément, silencieusement et invisiblement jusqu'au jour où elles éclatent. Le 4e anniversaire d'Ethan tombait un samedi, ce qui était à la fois une bénédiction et un véritable casse-tête logistique. La boulangerie était bondée dès que la sonnette a retenti à 18h30. Mais l'odeur des génoises et de la crème au beurre qui refroidissait donnait l'impression d'un immense emballage cadeau pour la journée à venir. J'ai fermé plus tôt et accroché une pancarte écrite à la main. Événement privé, anniversaire à l'intérieur. Madame, des filles avaient apporté des ballons en forme de dinosaures, et les pompiers habituels sont arrivés dans un camion de pompiers miniature qui émettait de vraies sirènes. Ethan portait une couronne en papier qui glissait sur un sourcil, lui donnant l'air d'un petit roi bienveillant. Nous avons chanté, nous avons ri, nous nous sommes barbouillés de glaçage sur les joues et le nez. Et à ce moment-là, quand je l'ai vu sourire, la bouche pleine de gâteaux bleus, j'ai pensé, on l'a fait. On a déjoué les pronostics. La vérité, c'est que ces 4 années avaient été une mosaïque de petites victoires, cousues ensemble avec épuisement. Il y avait des matins où j'ouvrais la boulangerie après seulement 3 heures de sommeil, car la toux d'Ethan m'avait empêché de dormir toute la nuit. Des après-midi où je courais entre la réception et la garderie, jonglant avec des plateaux de cupcakes comme avec des bâtons de majorette. Mais il y avait aussi la magie. Ces premiers tours de vélo hésitant le long de la rivière. La façon dont il criait « Vous êtes mon rayon de soleil » aux clients, comme s'ils avaient payé pour un concert. Sa fascination pour les tasses à mesurer. Une demi-tasse, ça compte tellement, n'est-ce pas, maman Pen? Mes parents appelaient rarement, et quand ils le faisaient, leur voix était empreinte de la même froideur distante. Ils demandaient des nouvelles de Camilla. Pas d'Ethan. Quand j'évoquais ses progrès, il y avait un silence gêné, comme si j'élevais l'enfant d'un inconnu. Finalement, j'ai cessé de donner des détails. Camilla, quant à elle, restait une énigme. Des clients disaient l'avoir aperçue dans des bars tard le soir ou à des festivals le week-end à Taïb, mais elle n'a jamais appelé.
Ni pour les anniversaires, ni pour Noël, pas même quand Ethan s'est retrouvé aux urgences avec une forte fièvre et que j'ai passé 2 jours à dormir sur une chaise à côté de son lit d'hôpital. Au lieu de cela, ma petite famille s'est agrandie sans elle. La boulangerie est devenue bien plus qu'un simple commerce, un foyer où se succédaient des oncles et tantes de substitution, des habitués qui apprenaient à Ethan des tours de cartes, lui offraient des bandes dessinées ou le laissaient balayer le porche. Un soir d'été, après la fermeture, nous étions assis sur les marches de la boulangerie, à manger les restes de tarte aux pêches. Des lucioles scintillaient dans la ruelle et Ethan s'est penché vers moi, les doigts collants et satisfaits. « En est de la famille ?» a-t-il demandé, comme s'il devait réussir un test. « Oui », ai-je répondu sans hésiter. Il a hoché la tête avec contentement et a continué à picorer sa part de tarte. J'étais loin de me douter alors que notre petit monde, ce cocon fleuri d'amour, était déjà condamné à l'extinction. Je n'entendais pas encore ses pas, mais Camilla approchait, et elle n'était pas là pour des câlins. C'était un mardi après-midi de fin septembre, de ces après-midi où l'air de Savannah est encore imprégné des fantômes de l'été. J'essuyais le comptoir de la boulangerie quand l'horloge au-dessus de la porte a sonné joyeusement. J'ai levé les yeux, m'attendant à voir Madame Duffy ou une touriste en quête d'une tarte. Au lieu de cela, Camilla se tenait là. Ses cheveux étaient lisses, ses ongles d'un rouge éclatant, et elle portait une robe tailleur qui semblait suggérer l'argent, ou du moins l'illusion. Pendant un instant, j'ai eu du mal à reconnaître la jeune fille qui, un jour, m'avait confié un nouveau-né. Avant de disparaître. « Penny » dit-elle en souriant comme si nous nous étions croisés par hasard dans un café. « Tu as vieilli. » J'ai senti ma mâchoire se crisper. « C'est Pénélope maintenant. »« Que veux-tu, Camilla ?» Son regard a parcouru la boulangerie, s'attardant sur la photo encadrée d'Ethan déguisé en pompier pour Halloween. Je suis venu voir mon fils. Mon cœur s'est emballé. Après 4 ans, elle a haussé les épaules comme si le temps n'était qu'un détail. J'ai travaillé sur moi-même. Je suis prête à être sa mère à nouveau. Tous mes instincts criaient « non ». Mais avant que je puisse répondre, elle a ajouté « et je sais ce que c'est que la confiance ». Ces mots m'ont frappé de plein fouet. Nos grands-parents lui en ont laissé une, n'est-ce pas? 1,5 million. Disponible quand il aura 10 ans. J'ai parlé à maman et papa. Ils l'ont confirmé. Et en tant que sa mère, je peux gérer ça pour lui. Voilà. And I more, and I less debts, just l'argent. Je suis sorti de derrière le comptoir et me suis placé entre elle et le mur de photos. Tu me l'as laissé parce que tu ne voulais pas t'engager. Tu ne peux pas simplement revenir quand c'est le jour de paix. Son sourire s'est effacé. On s'en occupera. Elle a regardé vers la porte. Dis à Ethan que sa maman est passée. Après son départ, je suis resté debout dans la boulangerie silencieuse, le bourdonnement des réfrigérateurs soudainement insupportable. J'ai appelé mes parents, espérant de la compréhension, voire du soutien. La voix de maman était mielleuse. Camilla essaie avec Pénélope. N'en rajoute pas. Papa a été direct. C'est sa mère. Tu ne peux pas le garder éternellement. J'ai alors compris que les camps étaient déjà choisis et que je n'étais pas du leur. Le soir même, après qu'Ethan se soit endormi, je lui ai dit que quelqu'un était passé me voir. Je n'ai pas prononcé son nom. Il a incliné la tête, pensif, et a repris la construction de sa tour en Lego. Mais quand j'ai finalement demandé « Tu te souviens de ta mère ?» son visage s'est assombri. « Je ne l'aime pas », a-t-il murmuré si bas que je l'ai presque manqué. « Elle me fait peur. » Je l'ai serré dans mes bras jusqu'à ce que sa respiration se calme. Mon esprit était déjà en ébullition, anticipant la bataille qui se préparait. Camilla voulait récupérer Ethan pour l'argent, pour le contrôle, pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec l'amour. Et je ne le lui laisserai pas. Pas maintenant. Jamais. 2 semaines après la visite de Camilla, on a frappé à la porte juste après le petit déjeuner. Ethan était encore en pyjama dinosaure, courant après une petite voiture Matchbox dans la cuisine. J'ai ouvert et j'ai trouvé un homme en costume gris, un carnet à la main. Penelope Harris. Oui. Il m'a tendu une enveloppe épaisse et lourde. Vous avez reçu une assignation. Toutes vos visites, papa. Votre promesse a été faite. À l'intérieur, une citation à comparaître. Camilla me poursuivait pour obtenir la garde exclusive d'Ethan. Les accusations étaient formulées dans un jargon juridique complexe, mais le ton était si tranchant que je ressentais une aliénation affective, une manipulation émotionnelle, une séparation intentionnelle entre la mère et l'enfant. Elle prétendait que je l'avais montée contre elle, que je faisais obstacle à leur lien naturel. J'ai eu la nausée en lisant la dernière page. Le procès avait lieu dans 3 mois. Mon nom en noir, le sien juste en dessous. 2 sœurs réduites à l'opposition, en gras. Quand j'ai appelé mes parents, la voix de ma mère était enjouée, presque récitée. Camilla fait ce qu'il y a de mieux pour son fils.
Il faut que tu réfléchisses à la manière de lâcher prise avec élégance. Avec élégance? J'ai ri sèchement, sans humour. Elle l'a abandonné. Papa aimait interrompu. Tu l'as toujours détesté, Pénélope. Peut-être que le problème vient de toi, pas de lui. J'ai raccroché avant que ma colère ne me fasse dire des choses que je ne pourrais plus retirer. Le lendemain matin, j'étais dans le bureau de Rachel Monroe, une avocate du coin aux yeux gris acier et au bureau encombré de piles de dossiers bien rangés. Elle lisait les documents sans s'arrêter, puis s'est adossée. Ce n'est pas une question d'instinct maternel, a-t-elle dit. C'est une question d'argent, de contrôle et d'image. Elle va essayer de se donner l'air de l'église. Mère réformée le dimanche. Un emploi stable, des photos d'un appartement impeccable. Il faut nier la réalité. La réalité, ai-je répété, en pensant à la couverture de bébé d'Ethan, toujours pliée dans l'arrière-boutique de la boulangerie. Comment prouver ça à un juge? Rachel tapotait son stylo. Si on découvre où elle a passé ces 4 dernières années, avec qui, comment elle a vécu, si elle est inapte, on aura des preuves irréfutables. Elle m'a donné la carte de Calvin Brooks, un détective privé qui, d'après Rachel, peut savoir si le chat du voisin a un compte bancaire secret. Ce soir-là, j'étais assise dans le lit d'Ethan pendant qu'il feuilletait un livre d'images. Mon pote, dis-je doucement. Il va bientôt se passer quelque chose d'important. On VAT poser the questions. Dis la vérité, d'accord? Il hocha gravement la tête, puis murmura. Tu veux toujours être ma maman. J. Tendeslanuk. Toujours. Quand il s'endormit, je suis allé à la cuisine, j'ai pris mon carnet à spirale et j'ai ouvert une nouvelle page. En haut, j'ai écrit les raisons pour lesquelles elle ne peut pas l'avoir. Une fois assise sur le stylo, la liste s'étendait jusqu'à la moitié de la page. Et ce n'était pas fini. La dispute n'allait pas simplement se produire plus loin. Elle était là. On a frappé à ma porte. Un homme en costume gris s'est mis à préparer mes réponses. Calvin Brooks n'avait rien d'un détective privé, loin de l'image qu'on se fait d'un film de série Z. Pas d'imperméable, pas de fedora, juste une casquette usée, un coupe-vent et un carnet détrempé. On s'est retrouvés à la boulangerie après la fermeture. Il a commandé une part de tarte aux noix de pécan, s'est servi 3 fois et a dit « D'accord, mademoiselle Harris. » Par où commencer? Je lui ai tout raconté. La nuit où Camilla m'a confié Ethan, ses 4 années d'absence, son retour soudain et le fond fiduciaire qu'elle avait découvert. Je lui ai donné les seules photos que j'avais d'elle ces dernières années, des photos granuleuses d'occasion envoyées par des amis qui l'avaient aperçue à Tibet. Elle est intelligente, ai-je dit. Elle saura se montrer sous son meilleur jour si elle sait qu'on la surveille. Calvin a griffonné quelque chose dans son carnet. Alors on la surveillera quand elle ne le fera pas. Pendant les 6 semaines suivantes, ces nouvelles arrivaient par bribes, des SMS cryptiques, de brefs coups de fil. De temps à autre, une enveloppe Kraft glissait sur mon comptoir, contenant une commande de café. L'image qui se dessinait n'était pas seulement peu flatteuse. C'était un véritable champ de ruines. Camilla travaillait comme barmaid dans une boîte de nuit plus connue pour ses jeux d'argent nocturnes que pour ses cocktails. Elle avait été expulsée 2 fois en 3 ans. Son dernier petit ami avait un casier judiciaire pour agression, et on les avait vus se disputer violemment en public. Mais la découverte la plus accablante fut un enregistrement vocal que Calvin avait réussi à obtenir. On y entendait Camilla et mes parents assis à ce qui semblait être la table de leur cuisine, discutant de la façon de récupérer Ethan pour pouvoir gérer correctement la fondation. Elle ne le mérite pas, siffla Camilla par-dessus le brouhaha. Ce n'est même pas sa vraie mère, répondit mon père. À une fois que tu auras la garde, on transférera l'argent. Personne ne pourra contester ça. Quand j'ai montré l'extrait à Rachel, elle s'est adossée à sa chaise, le regard perçant. Si c'est authentifié, c'est notre arme ultime. Mais on attendra l'audience. Tu veux l'effet de surprise. En attendant, la vie à la boulangerie devait continuer. Ethan sentait pourtant quelque chose. Le matin, il s'accrochait à moi, me demandant pourquoi je fixais le plafond d'un air furieux alors que je pensais cacher mon stress. Je restais prudente dans mes réponses, mais chaque soir, après qu'il se soit endormi, je m'asseyais à la table de la cuisine et relisais les documents du tribunal, comme s'ils pouvaient se transformer en quelque chose de moins cruel. 3 jours avant l'audience, Calvin m'a donné un dernier dossier. Je me suis dit que tu devrais le garder sous le coude. À l'intérieur, il y avait des photos de Camilla quittant un hôtel avec un homme qui avait le bras autour de sa taille. Plus tard dans la journée, je lui ai remis une liasse de billets. La date indiquait une semaine après qu'elle m'ait dit qu'elle reconstruisait sa vie pour Ethan. Ce soir-là, j'ai préparé un petit sac de sport pour le procès. Non seulement les papiers dont Rachel avait besoin, mais aussi mon propre arsenal silencieux. Le bracelet d'hôpital d'Ethan,
suite à sa forte fièvre, une copie de la demande d'adoption que je n'avais jamais déposée, une photo de lui endormi dans mes bras à la boulangerie pour son 2e anniversaire. Rien de tout cela n'était légalement nécessaire. C'était tout pour moi. Un rappel des années écoulées depuis ce coup à ma porte. Le matin de l'audience, Ethan était assis à la table de la cuisine, mangeant des crêpes en forme de dinosaure. « Grand jour ?» demanda-t-il, répétant une phrase que j'avais dû dire 1000 fois aux clients venant chercher leur gâteau de mariage. « Le plus grand ?» dis-je en l'embrassant sur le front. « Et quoi qu'il arrive, tu es mon garçon. » Son sourire était collant de sirop, sa confiance pure et sans réserve. Et à cet instant, mes nerfs se sont consumés, ne laissant place qu'à une flamme propre et stable. Camilla voulait se battre. Elle allait se battre. Et j'étais venu armé de la vérité, soigneusement scellée dans un dossier qui la garderait froide. La salle d'audience sentait légèrement le café et le vieux papier. Comme pour chaque décision prise, celle-ci nous avait toutes deux profondément marquées. J'étais assise à la longue table en chêne, à côté de Rachel, mon avocate, tandis que Camilla était assise à la table d'en face avec son avocat, un homme à la langue acérée, vêtu d'un costume coûteux, qui lui murmurait à l'oreille comme un serpent qui s'empoisonne. Camilla avait changé aujourd'hui. Cheveux tirés en un chignon soigné, boucles d'oreilles en perles, un chemisier rose pâle qui criait « Mère innocente ». Elle avait même une photo encadrée d'elle tenant Ethan bébé. J'ai failli rire. Elle avait sans doute dû fouiller au fond de son débarras pour la retrouver. Quand le juge entra, l'atmosphère changea. C'était un homme grand, portant des lunettes de lecture sur le nez, du genre à ne pas mâcher ses mots. « Commençons », dit-il, et les avocats entamèrent leur plaidoirie. L'avocat de Camilla dressa le portrait d'une jeune mère aux prises avec des circonstances qui la dépassaient, qui avait héroïquement repris sa vie en main et qui souhaitait désormais renouer le lien maternel naturel. Il privilégiait des expressions comme « réunification familiale » et « sacralité des liens du sang ». Rachel se tenait là, la voix calme mais ferme comme l'acier. « Votre honneur, il ne s'agit pas d'un cas de réunification familiale. Il s'agit d'un cas d'abandon, de négligence persistante et d'un mobile financier récent. L'enfant en question n'a connu que stabilité, attention et amour inconditionnel auprès de ma cliente, Penelope Harris. » Je gardais les yeux rivés sur le juge tandis que le témoignage commençait. Camilla prit la parole la première, les yeux embués de larmes et les mains tremblantes. Elle expliqua qu'elle m'avait confié Ethan pour le mettre en sécurité pendant qu'elle cherchait de l'aide, qu'elle avait toujours prévu de revenir et que je l'avais monté contre elle. Quand ce fut mon tour, Rachel me guida doucement à travers ma version des faits. La nuit du départ de Camilla, les 4 années marquantes, la visite à l'hôpital, la révélation concernant le fonds fiduciaire. Ma voix résonna lorsque je parlais d'Ethan qui m'appelait « Maman peine ». Mais je ne pleurais pas. Je voulais que le juge voie ma force, pas ma pitié. Puis Rachel appela Kelvin Brooks. Il exposa ses conclusions avec la précision d'un homme limant des ongles dans une serrure. La situation précaire de Camilla, le casier judiciaire de son petit ami, son travail de nuit. Lorsque l'avocat de Camilla a évoqué l'enregistrement, il a protesté, mais le juge a passé outre. Rachel a appuyé sur lecture. La voix de ma sœur a résonné dans la salle. Elle ne le mérite pas. Ce n'est même pas sa vraie mère. Puis celle de mon père, et une fois la garde obtenue, on transférera l'argent. Personne ne peut contester ça. Camilla est devenue livide. Elle a tenté de parler, mais son avocat lui a posé la main sur le bras. Le juge s'est penché en avant, a diffusé l'enregistrement et a griffonné quelque chose dans ses notes. Après les plaidoiries, le juge a marqué une longue pause avant de prendre la parole. À Mademoiselle Harris, vous avez prodigué à cet enfant 4 années de soins constants et stables. Madame Monroe, vos preuves sont convaincantes. J'examinerai tous les éléments, mais je dois être clair, le tribunal privilégie l'intérêt supérieur de l'enfant avant tout. L'audience a été levée. La décision serait rendue ultérieurement par écrit. Dehors, le soleil était trop fort après la faible atmosphère du tribunal. Rachel me prit l'épaule. Tu as fait exactement ce qu'il fallait. Quoi qu'il arrive, notre dossier est irréfutable. Je détournai le regard vers Camilla. Elle se tenait avec nos parents sur les marches du palais de justice, le visage crispé par la colère. Elle croisa mon regard et murmura « Ce n'est pas fini ». Mais je le savais déjà. Et je savais aussi, au plus profond de moi, là où la peur avait régné pendant des mois, qu'elle venait de perdre ce pourquoi elle était venue. L'argent était peut-être encore là. Mais Ethan était à moi. 2 semaines plus tard, la lettre arriva. Une fine enveloppe blanche, portant le sceau du tribunal de district, reposait comme un piège dans ma boîte aux lettres. Je restais dans l'arrière-boutique de la boulangerie, les mains tremblantes au-dessus du papier. Rachel m'avait dit d'attendre qu'elle soit là avant de l'ouvrir, mais je n'y arrivais pas. Les mots étaient simples. La garde était accordée à la plaignante,
Penelope Harris. Il me fallut un instant pour reprendre mon souffle. Alors j'ai éclaté d'un rire sec, humide et presque incrédule, avant de m'effondrer contre l'étagère du garde-manger. Ethan était à moi. Pas seulement dans mon cœur, mais aussi aux yeux de la loi. Quand l'audience officielle pour la garde a été fixée, je savais que Camilla serait là, et je savais qu'elle viendrait armée d'un dernier conseil. Et elle l'a fait. La salle d'audience était petite, avec une table rectangulaire et des stores bon marché qui filtraient la lumière du soleil de Géorgie en fines bandes poussiéreuses. Rachel était assise à côté de moi, son carnet prêt à prendre des notes, quand Camilla est arrivée avec son avocat et mes parents. Ils avaient tous l'air d'avoir répété une scène d'une pièce de théâtre dont ils étaient sûrs de gagner. Camilla a commencé avec un sourire crispé. « Pénélope, si tu signes simplement la garde partagée, on pourra étouffer l'affaire. Personne n'a besoin de connaître les détails. » Rachel Hassan Sorsel. C'est justement pour ça qu'on est là. J'ai fouillé dans mon sac de sport et j'en ai sorti le dossier scellé. Épais, brun, ses bords étaient effilochés à force de le manipuler nerveusement le mois dernier. Sans un mot, je l'ai poussé sur la table vers le juge qui présidait l'audience. Ceci, ai-je dit calmement, est pour les archives du tribunal. Le juge a brisé le scellé et a feuilleté page après page. Photos, transcriptions, rapports de Calvin, preuve que nous n'avions même pas besoin d'utiliser à l'audience. Mais à mi-chemin, il s'est arrêté. Dans la poche intérieure se trouvait une clé USB. « Qu'est-ce qu'il y a dessus ?» a-t-il demandé. « L'intégralité de l'enregistrement audio » a répondu Rachel. Pas seulement l'extrait que nous avons diffusé au tribunal. Il contient d'autres échanges entre mademoiselle Monroe, M et madame Harris, et une tierce personne concernant le détournement de fonds prévu du fonds fiduciaire d'Ethan. Le visage de Camilla s'est immédiatement figé, ses joues se décolorant comme si on lui avait débranché la prise. « C'est confidentiel », a-t-elle balbutié. « C'est une preuve », a déclaré le juge d'un ton sec, rangeant l'appareil dans sa mallette. Et compte tenu de sa nature, je la transmets au procureur pour examen. Mon père a pris la parole pour la première fois, d'une voix basse et menaçante. « Tu crois avoir gagné, Pénélope, mais la famille n'oublie pas la trahison. » Je le regardai droit dans les yeux. Ce n'était pas un enfant, non plus. La réunion se termina sans une poignée de main. Camilla sortit en trombe, mes parents sur ses talons, le visage crispé et tendu. En sortant dans le couloir, Rachel sourit pour la première fois depuis que je l'avais embauchée. Ce dossier, c'était le coup de grâce. Même s'ils essaient encore, ils ne trouveront plus jamais de juge pour s'occuper de cette affaire. Ce soir-là, je fermai la boulangerie plus tôt que prévu. Ethan et moi fêtâmes ça avec un buffet de glace pour le dîner et une cabane en couverture dans le salon. Il ne comprenait pas la bataille juridique, les preuves scellées, comment son avenir avait été mis en jeu. Tout ce qu'il savait, c'est que je souriais plus que je ne l'avais fait depuis des mois. Alors qu'il s'endormait dans la cabane, une main emmêlée dans mon pull, je lui murmurai. « C'est fini, mon grand. On est en sécurité. » Il marmonna quelque chose à moitié endormi, les mots chauds contre mon bras. « Man, stylo maison. » Et c'était tout. Ni l'ordonnance du tribunal, ni le dossier scellé, ni même le visage de Camilla lorsque le juge lui a retiré son permis de conduire. C'était cet instant précis qui a été la victoire. Car je n'avais pas seulement obtenu la garde, j'avais gagné.